Ça y est, j'ai enfin réussi à rentrer en mine. Je m'excuse par avance du fait que cette vidéo sera visuellement moins explicite que les précédentes, car je n'ai pas le droit de filmer dans le camp. Le seul endroit où je peux véritablement filmer, c'est dans ma chambre. Ce lumineux T1 de 10 mètres carrés vous offrira confort et sérénité. Du lit simple au mini-frigo, un bureau de travail classique vous permettra de vous échapper du rude environnement minier le temps de 3 heures par jour. Un grand armoire vous sera mis à disposition pour ranger vos slips, ainsi qu'un climatiseur dernier cri. Nous vous invitons à respecter l'environnement en réglant la clim à un niveau légèrement inférieur à la température extérieure. Après ces longues heures de travail, profitez de notre salle de bain Next Plus Ultra pour vous détendre et que puis-je dire, tout simplement, lâchez la pression. Le 16 février 2024, j'ai effectué mon premier swing en tant que travailleur FIFO en mine d'or. Déjà, il y a plusieurs termes que je dois vous expliquer. FIFO pour Fly In, Fly Out, littéralement en français voler aller, voler retour. En fait, ça désigne un type d'emploi dans lequel l'employeur va relocaliser temporairement son salarié sur un site de travail éloigné, voire très éloigné de son domicile. Il lui paye donc ses billets d'avion pour aller sur le site et pour quitter le site. La période durant laquelle je suis sur le site pour travailler, on appelle ça un shift ou un swing. Ensuite, il y a un autre terme qu'on appelle roster. C'est tout simplement le ratio travail-repos. Par exemple, moi, mon roster, il est de 8-6. On compte en jours, donc 8 jours de travail sur site et 6 jours de repos en ville. Les rosters les plus populaires en général sont 2-1, donc là on parle en semaine, 2 semaines sur site, 1 semaine de repos, ou alors 7-7, on parle en jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que le type de roster dépend du projet sur place et du type de travail assigné à l'employé. En plus du FIFO, il y a également ce qu'on appelle le DIDO. C'est sur le même principe, c'est juste qu'à la place de prendre l'avion, tu prends la voiture. Ok, maintenant je vais vous expliquer comment je suis rentré en... Hop hop hop! Ne manque surtout pas ça, Jonathan. quoi ça? Vous aussi, les internautes, check this out. Si tu veux vraiment tout savoir sur comment rentrer en mine en Australie, n'hésite pas à acheter mon e-book Road to be a Millionaire in 30 days. Billionnaire, millionnaire, billionnaire, t'as capté le jeu de mots, pas BG. Ton allié ultime pour rentrer en mine, te faire un max de fric pour acheter ta Ferrari et te la couler douce cet été à Bali. Je te mets le lien en description. En plus, c'est pas cher, il coûte seulement 5000 $. N'achetez jamais ce genre de service, les amis, surtout ceux proposés par des influenceurs. Ça ne vous assurera en aucun cas un emploi en mine. Je reparlerai de ce phénomène un peu plus loin dans la vidéo. Pour être honnête avec vous, j'ai trouvé ce travail en mine grâce au piston. Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça du piston, car je n'ai pas été recommandé. J'ai juste rencontré un mec en auberge de jeunesse, il m'a donné l'adresse mail de son entreprise, j'ai envoyé mon CV et ils m'ont appelé 2 jours après pour me proposer une offre. Le truc, c'est qu'il avait déjà envoyé cette adresse email à 5 autres personnes auparavant et ils n'ont jamais eu de retour. Donc, est-ce que j'ai eu de la chance? Je dirais que oui et non. J'ai le pressentiment quand même que mes expériences en abattoir et en packing de pommes ont fortement pesé sur la balance. Après l'entretien avec le manager, j'ai dû passer des tests médicaux, donc un test de drogue via urine, un test respiratoire durant lequel j'ai dû souffler un maximum dans un tube, un test d'ouïe durant lequel j'étais assis dans une espèce de cabine avec un gros casque et je devais appuyer à chaque fois que j'entendais un son. Et enfin, quelques tests physiques et des trucs basiques du genre squat, planche, des exercices pas très compliqués. J'ai dû attendre 2 semaines avant d'avoir les résultats des tests médicaux, 1 semaine avant de récupérer mon uniforme dans un magasin situé à 30 minutes en bus de Perth sous une chaleur caniculaire, et j'ai dû encore attendre 2 semaines avant de commencer mon premier swing. Donc 1 mois et demi entre l'entretien et le début du travail effectif. C'est la norme en quelque sorte en mine, les procédures sont très longues. En tant que préparateur d'échantillons, oui je sais, dit comme ça a l'air très technique, mais en réalité mon taf il est tout bête. Je travaille dans une sorte de laboratoire dans lequel on réduit des échantillons. En fait ce sont des cailloux qu'on réduit en poudre afin d'évaluer leur degré d'or. Les clients qui nous envoient ces minerais décident en fonction des résultats si les lieux où ces cailloux ont été prélevés sont des zones de forage profitables ou non pour eux, c'est-à-dire des zones où il y a beaucoup d'or et où ils pourront se faire du fric. C'est un travail assez physique et répétitif durant lequel je dois constamment lever les sachets comme ça, et ces sachets peuvent peser de 500 grammes à 6 kg. Je travaille dans un environnement très bruyant, rempli de machines et où la poussière est constamment présente. D'où la nécessité de porter un masque, des lunettes, ou alors ce truc de cosmonaute qu'on appelle PAPR. C'est pas un environnement idéal pour mes cheveux détismés. À la fin de la journée, on aurait dit que j'ai été frappé par la foudre de Zeus. Je travaille 12 heures par jour durant 8 jours non-stop. On a le droit à autant de pauses que nécessaire pour boire de l'eau ou se reposer,
notamment en raison de la chaleur sur le site qui peut atteindre les fucking 50 degrés. J'alterne entre swing de jour et swing de nuit, donc 8 jours de travail de jour pour 6 jours de repos, et 8 jours de travail de nuit pour 6 jours de repos, etc., etc. Dans les deux cas, je commence à 5 heures pour terminer à 5 heures, donc 5 heures du matin à 17 heures ou de 17 heures à 5 heures du matin. Le temps passe assez rapidement durant les swings de jour, mais par contre les swings de nuit, c'est horrible. Franchement, j'arrive pas à m'en remettre. T'es là, tu charbonnes à fond, tu transpires, t'as l'impression qu'il y a 3 heures qui se sont passées, et puis là tu regardes l'horloge, 5 minutes. Yes. Également, tous les jours avant de commencer le travail, on a un éthylotest à effectuer pour s'assurer qu'on ne soit pas bourré. L'expérience de vie en camp de mine est absurdement incroyable. Déjà, on est au milieu de rien du tout, c'est le désert. Et on a à disposition tellement de choses et tellement d'installations pour pas s'ennuyer. Il y a une piscine, une salle de musculation, une salle de crossfit, une salle de boxe, un squash en intérieur, un terrain de foot, un terrain de basket, un beach volley, un terrain de golf. Il y a une salle de cinéma, une salle de musique, un bar, une supérette et un restaurant dans lequel on peut manger matin et soir en illimité. C'est clairement mon installation préférée. Mention spéciale pour le pudding à la date parsemé de crème anglaise, c'est une tuerie. Bon, si vous êtes vegan, clairement, c'est pas un lieu fait pour vous. Autrement, il y a de quoi manger de manière variée. Pour le déjeuner, on prépare généralement nos Tupperware la veille ou le matin après le petit déjeuner. Sur le site, on a également à disposition des laveries et des chambres pour chacune et chacun. Par contre, il y a un truc qui est chiant, les mouches. Je suis payé sur une base annuelle de 85 000 $ par an, soit 34 $ de l'heure. C'est pas énorme pour un taf en mine. Ça fait environ 7 000 $ par mois. Si on enlève les 15% de taxes, ça fait 5 941 $, soit 3 500 € net. La raison de ça, c'est que c'est un poste qui nécessite aucune formation spécifique. Avec de l'expérience et en passant des formations spécifiques que l'on appelle couramment en Australie des tickets, ce taux horaire peut augmenter très rapidement, allant de 34 $ à 45 voire 70 $ par heure. Les salariés en temps plein, comme moi, touchent un taux horaire fixe, contrairement aux salariés casual qui ont un taux horaire variable beaucoup plus élevé. Ils ont cependant aucune sécurité d'emploi car licenciables à tout moment. La raison pour laquelle le salaire en mine paraît indécent est tout simplement parce que la norme est de travailler beaucoup et en heures supplémentaires. Admettons un taux horaire de 30 $ variable pour un casual. Donc de la première heure à la 8e heure, il sera payé 30 $. De la 8e heure à la 10e heure, il sera payé 30 $ fois 1,5. Et de la 10e heure à la 12e heure, si je me trompe pas, il sera payé 30 $ fois 2. Donc ces taux horaires additionnés sur des jours et des jours expliquent ce phénomène. Je vais maintenant vous partager mon ressenti sur le travail en FIFO. Attention, ce que vous allez entendre ne tient qu'à moi, les expériences de chacune et chacun sont bien évidemment subjectives, on est d'accord là-dessus. Un des aspects négatifs du FIFO en mine selon moi, c'est la disparité de genre. Il y a énormément d'hommes pour très peu de femmes, et cela malgré le fait que l'industrie souhaite les intégrer de plus en plus depuis quelques années. Les miniers sont pour la plupart des Australiens, des vrais de vrais, qui boivent de la bière, qui parlent fort, qui ont la coupe mulet et qui portent la moustache. De fait, c'est assez compliqué de s'intégrer lorsque t'es backpacker ou même étranger. Certains ont également une noisette à la place du cerveau, donc c'est un peu compliqué d'avoir des discussions poussées avec eux. Un autre point négatif, c'est évidemment la fatigue physique. Travailler 12 heures par jour non-stop, ça engendre un gros stress au corps. Les postes sont pour la plupart des travails manuels nécessitant de porter des charges lourdes ou de subir des vibrations à répétition dans des conditions climatiques parfois extrêmes. Il y a également le manque de sommeil qui entre en jeu. Je vous l'ai dit précédemment, mais le shift de nuit, je peux clairement pas. Ça se voit que je suis fatigué ou pas? Après mon premier swing de nuit, je n'arrivais plus du tout à retrouver un rythme normal lorsque j'étais en auberge de jeunesse pendant mes jours de repos. Je dormais tous les jours à 5 h du matin lorsque tout le monde se réveillait.
La fatigue, elle est également mentale et psychique. Il existe parfois des cellules psychologiques mises en place par les camps pour accompagner les travailleurs. Ça me fait penser à ma première arrivée sur le site, lorsque j'étais allé à la réception pour récupérer les clés de ma chambre. Au même moment, il y avait une équipe de nuit qui venait de terminer leur shift et j'avais clairement l'impression d'être dans The Walking Dead, à quel point ils étaient éclatés, vraiment morts. Des cernes de malades, ils marchaient avec la tête vers le sol. La fatigue mentale, elle est également due à l'isolement. Passer des jours, voire des semaines, loin de ses proches, loin de sa famille, ça affecte forcément le moral. Je suis bien placé pour vous en parler parce que j'en paye actuellement les frais. Je me sens souvent seul. Le peu de conversations que je peux avoir avec mes collègues sont pour la plupart sommaires et je suis désolé. La solitude, cette substance, cette sensation, c'est profondément ancré en moi, tel un suppositoire. Maman, maman, maman. Mange mes démons. Christophe Mahé. Ça va mieux, vous inquiétez pas, ça va mieux. Ouais. L'un des points positifs du FIFO en mine, selon moi, c'est la diversité de postes qu'il existe dans le secteur. La plupart des backpackers vont s'orienter vers de l'utility. L'utility, en fait, c'est par exemple du housekeeping, donc faire du ménage dans les chambres ou dans les zones communes, ou alors aider en cuisine. Car c'est des postes qui ne nécessitent aucune formation spécifique et qui donc ne nécessitent pas d'investir de l'argent. Autrement, en s'en donnant les moyens, il est bien évidemment possible de travailler dans les souterrains, il est possible d'être opérateur de poids lourds, d'être chef en cuisine, d'être chauffeur de bus, d'être échafaudeur ou être, je sais pas, faire de la maintenance de machines. Il y a énormément de possibilités, aussi bien ouvertes aux hommes qu'aux femmes. Le plus gros point positif du travail en FIFO, c'est bien évidemment les économies qu'on réalise en étant nourri, logé et blanchi durant toute la durée du travail. C'est clairement un luxe en Australie car le coût de la vie est très élevé. Il y a énormément de travailleurs FIFO qui passent leurs jours de repos en Asie pour contrer ça. Ouais, je sais, ça fait énormément de mal à la planète, mais que voulez-vous? On est dans un pays de climato-sceptiques. Hormis ces quelques points, je ne vois aucun autre point positif du FIFO en mine. Certains me diront, oui mais Jonathan, t'as plein d'installations, la salle de sport, nanani nanana. Les gars, ça c'est les débuts. C'est l'émerveillement du début. C'est comme une relation. Tout est beau, t'as des papillons dans le ventre, etc. Mais après quelques semaines, et surtout après avoir charbonné durant 12 heures, tout ce que t'as en tête, c'est aller manger. Bon appétit. Et les mines font vraiment le buzz en ce moment sur les réseaux. Il y a énormément d'influenceurs qui concentrent leur contenu sur l'argent et en conséquence, il y a une avalanche de backpackers à Perth. Énormément de gens cherchent un travail en mine, ce qui rend la recherche très compliquée et certains finissent même par retourner en France par manque d'économie. J'ai rencontré une amie, elle s'appelle Prima, elle vient d'Indonésie et je me rappelle, il y a quelques mois avant d'avoir mon taf en mine, on échangeait sur nos recherches et elle me disait, sur WhatsApp, elle m'envoyait un message, j'ai fait un screenshot, elle me disait que, en fait, elle est venue en Australie parce qu'elle a vu sur TikTok que c'était facile de trouver un travail. Au final, elle a eu son taf en mine. Mais c'est pour vous dire à quel point la désinformation sur les réseaux sociaux peut induire les gens en erreur et gâcher leur expérience en Australie. Je trouve ça vraiment triste. Maintenant, je vais vous donner mes conseils pour espérer rentrer en mine. Je prétends pas être un expert de la recherche en mine, mais je pense avoir un assez bon sens de l'analyse et les échanges que j'ai pu avoir avec les gens en Australie depuis ces 7 mois ont fait naître les points suivants. Conseil numéro 1, se préparer à la concurrence. Mentalement, il faut se dire que voilà, je vais pas avoir une réponse du jour au lendemain, donc s'armer de patience et surtout ne pas se démotiver. Conseil numéro 2, présenter un CV australien. Il y a énormément de gens qui postulent à des postes en Australie avec un CV français. Le CV australien, il est très bien tourné, concret et factuel. Il n'y a déjà pas de photos. Ensuite, il faut préciser au maximum vos expériences en faisant des phrases et non un listing. Et ne pas hésiter à mettre des références, c'est-à-dire les coordonnées de vos managers ou supérieurs passés. Plus tu as de pages, et mieux c'est. Certains conseillent de mentir sur leur CV pour avoir plus de chance.
Moi, je vous dis juste que la roue tourne va tourner, donc à vos risques et périls. Mon conseil numéro 3, c'est de prioriser l'expérience au ticket. Les personnes qui ont eu des expériences en France et surtout en Australie dans des travails physiques et manuels auront beaucoup plus de chances d'accéder à un poste en mine. Je vois beaucoup de personnes dans les auberges de jeunesse qui viennent en Australie sans expérience et qui passent leur journée à passer des tickets, à payer des formations pour avoir ces fameux tickets. Moi les gars, je vous donne un conseil, allez faire vos fermes, faites votre expérience dans un travail physique ou à la limite travaillez en construction pour fortifier votre CV, car s'asseoir 4 heures sur une chaise à écouter un professeur parler, tout le monde peut le faire, mais par contre, travailler 12 heures par jour sous 40 degrés, ça c'est une autre histoire. Conseil numéro 4, parlez aux gens. Le bouche à oreille, il n'y a que ça de vrai les gens. Essayez d'avoir des adresses email ou même des numéros de téléphone des entreprises ou des agences. Ça évitera de passer par la phase de filtrage des candidatures sur Internet. Conseil numéro 5, ne vous arrêtez pas qu'à Perth. Il est vrai que la majorité des mines se trouvent dans l'Ouest Australie, mais il en existe aussi dans les autres États, dans le Queensland ou dans le territoire du Nord par exemple. Et vu la concurrence à Perth, c'est à se demander s'il serait pas peut-être plus facile de trouver un taf dans les autres États. Conseil numéro 6, manifester. Ici, il ne s'agit pas d'être français. Non, c'est pas du tout ça. Ça rejoint un petit peu le premier conseil qui est de ne pas se démotiver. La manifestation passe par des pensées positives. En vous répétant sans cesse que vous allez avoir ce job, l'univers vous entendra et exaucera votre souhait. Bon, l'idée non plus, c'est pas de se répéter toutes les 5 secondes à haute voix comme un guignol que vous allez avoir ce job. Juste gardez votre objectif en tête et croyez-y très fort. Lorsque vous allez envoyer ce CV avec l'énergie et le positivisme, le recruteur va recevoir cette énergie et va se dire « Waouh, ce candidat, il a quelque chose de special !» Être travailleur FIFO, c'est clairement une expérience unique et incroyable dont très peu de personnes ont la chance de faire dans leur vie. Pour ça, j'en suis très reconnaissant. C'est pour moi l'un des seuls moyens pour vraiment tirer parti de l'argent que l'on gagne en Australie, à travers ces semaines tout frais payées, et aussi à travers un salaire plus élevé que la norme. Pour ceux qui ont vraiment conscience des caractéristiques du travail en mine, qui souhaitent faire de l'argent pour kiffer par la suite ou alors investir dans un projet, j'ai qu'une seule chose à vous dire, foncez! J'ai eu la chance d'atterrir en mine grâce à ma bonne étoile. J'ai une équipe vraiment sympa, un superviseur qui n'aime pas les Australiens et qui souhaite apprendre le français. Je suis clairement pas mieux tombé. J'ai eu pas mal de coups de mou ces derniers temps, mais j'essaie de garder la tête haute et de voir le positif dans tout ce qui m'arrive. Si je m'engage 6 mois dans cette aventure jusqu'à la fin de mon PVT, c'est pour pouvoir investir dans mes futurs projets. Des projets dont vous serez les premiers témoins. Car cette chaîne YouTube est, et sera en quelque sorte, une vitrine de ma vie. Pour ceux qui hésitent à aller en mine, qui ont un projet assez vague de leur voyage en Australie, ou qui ont tout simplement pas l'habitude des travails physiques et manuels, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Car l'argent c'est de l'or, mais vaut-il vraiment la peine de mettre à mal votre corps ?